Bonjour, bienvenue à notre cours COM 420, rhétorique, art oratoire et grand discours. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une introduction à la discipline de la rhétorique, avec un survol des principales notions et concepts qui sont rattachés à cette discipline. Allons-y d'abord avec l'étymologie de ce terme, du terme rhétorique. Donc, le terme nous vient du grec rhétorike techne. Il désigne la belle parole, la parole publique, mais il désigne surtout la parole éloquente. Dans le cas de la rhétorique, le principal critère d'évaluation de l'efficacité de la parole publique, c'est l'éloquence. Ce n'est pas la belle parole, donc le critère de la beauté n'est pas celui qui prime en rhétorique, comme on peut le trouver dans les belles lettres ou la littérature, par exemple. Ce n'est pas non plus la parole claire ou efficace comme on le trouve en communication. La rhétorique, elle est cet art de la parole éloquente. Et l'éloquence, c'est cette capacité d'amener un auditoire à adhérer à des idées. Donc, c'est cette capacité d'emporter l'adhésion chez un auditoire. C'est comme ça qu'on mesure l'éloquence d'une pensée. Le terme rhétorique désigne à la fois donc une pratique, une technique, une manière de parler avec certains trucs, certaines techniques, mais aussi la discipline qui porte sur la rhétorique elle-même. Donc, elle est à la fois pratique et théorique. Dans le cadre de ce cours, nous aborderons dans la séance d'aujourd'hui la dimension plus théorique de cette discipline, mais le reste des séances seront surtout consacrées à développer la pratique rhétorique, donc l'art de la parole publique, donc à travers notamment la livraison de grands discours dans les semaines à venir un peu plus tard dans la session. Si aujourd'hui, donc, la rhétorique, qui pourtant a été une discipline fort importante dans tout le cursus scolaire en Occident jusqu'à tout récemment, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la parole publique, la belle parole, apparaît pour plusieurs à notre époque comme étant suspecte. Suspecte d'abord parce que on la voit aujourd'hui, la parole publique, la belle parole, est associée au marketing publicitaire. En fait, la rhétorique sert aujourd'hui les fins de marketing, dans la publicité notamment. Donc, bien sûr, elle apparaît donc aujourd'hui suspecte. S'ajoute à cela, évidemment, les techniques poussées plus loin de marketing, qui incluent aujourd'hui des algorithmes très puissants qui nous invitent, nous, comme consommateurs, bien souvent, à nous intéresser à des produits, voire acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, la parole publique, la belle parole, aujourd'hui, apparaît suspecte pour plusieurs. Elle apparaît également suspecte d'une deuxième manière parce qu'elle est associée aujourd'hui encore, pour plusieurs, à une forme de manipulation politique. Elle conditionne le cerveau à des fins politiques. Dans sa forme la plus douce, la plus inoffensive, je dirais, ça nous donne ce qu'on appelle dans le jargon politique la langue de bois, c'est-à-dire la capacité de communiquer qui donne l'apparence d'un discours songé, puissant, posé, bien réfléchi, mais qui, en bout de ligne, lorsqu'on creuse, lorsqu'on écoute attentivement, ne veut strictement rien dire. Donc, la langue de bois, c'est l'idée d'une jambe en bois qui remplace une vraie jambe, hein. Donc, on a l'image, donc une jambe qui est moins fluide, qui est moins flexible, mais qui remplace la jambe, mais qui ne la remplace pas complètement. Donc, la langue de bois, c'est donc ce type de langage qui est utilisé par les politiciens et politiciennes de notre époque, précisément pour prendre la parole pour ne rien dire. Donc là, je vais me servir ici d'un tableau qui circule abondamment sur Internet, juste pour nous amuser ici, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, vous avez un tableau ici où on a donc les 4 colonnes comme ça, avec différentes lignes. Et là, on prend n'importe quelle entrée à n'importe quelle ligne dans la colonne 1 et on poursuit dans la colonne 2 comme ça, avec n'importe quelle des entrées. Donc, pour s'amuser comme ça, je vais au hasard. Et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise doit nous amener au choix réellement impératif d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Donc, vous voyez, je suis parti comme ça, avec un discours qui veut strictement rien dire, mais qui a l'apparence ici d'être réfléchi, d'être songé. Donc, on emploie évidemment
bon nombre de mots qui veulent strictement rien dire hors contexte, des généralités, des banalités, et on les enfile comme ça dans des phrases creuses. Donc, ça nous donne la langue de bois. Donc, évidemment, si on se méfie de la parole publique, si certains ou plusieurs se méfient aujourd'hui de la belle parole, de la parole publique, c'est précisément parce qu'on associe cette belle parole à la manière dont elle est employée aujourd'hui, notamment par certains politiciens, certaines politiciennes. Mais si on se méfie aussi de la parole publique, pour les fins politiques qu'elle peut servir, c'est aussi dans sa forme, je dirais, plus dangereuse, c'est à travers la propagande à laquelle elle peut donner corps. Donc, la rhétorique a servi depuis l'émergence des principales idéologies politiques. Bien souvent, la rhétorique a servi au sein de politiques de propagande d'État. Évidemment, ça, c'est la forme plus dangereuse. On sait que depuis Orwell, avec son beau roman 1984, comment les mots sont une arme politique, comment celui qui contrôle les mots contrôle le jeu politique, ou à tout le moins peut jouer politiquement. Hein, on se rappelle sur la question de la propagande, comment le Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, donc le ministre de la propagande dans le régime nazi, aurait un jour dit: un mensonge répété 10 000 fois devient réalité. Hein, dans le même sens, Aldous Huxley, dans son livre dystopique Brave New World, hein, Le meilleur des mondes, écrivait 62 400 répétitions font une vérité. Vladimir Lénine, le bolchevique, disait plus loin sur le même sujet: plus le mensonge est gros, plus les gens vont y croire. Donc, la propagande s'est servi abondamment des outils développés par la rhétorique pour se déployer dans l'espace public au 20e siècle, notamment dans le cas des régimes totalitaires. Donc, les gens peuvent se montrer aujourd'hui suspects de la belle parole, c'est en raison de l'association qu'on peut faire avec la propagande. Je disais dans un régime totalitaire, l'instrument de la propagande, mais le contrôle des mots se joue également dans des régimes démocratiques. Je vais me servir ici de deux exemples pour illustrer cela. D'abord, dans un contexte qui est le nôtre, québécois-canadien, l'usage du mot pour désigner le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement souverainiste québécois, donc le mouvement indépendantiste autour, par exemple, du Parti québécois. Donc, lorsqu'émerge l'option indépendantiste au Québec dans les années 60, les dirigeants du parti de l'époque, le Parti québécois, sont soucieux de voir leur option gagner en légitimité dans l'espace public, alors que l'idée de faire sécession du Canada est une idée qui peut paraître, pour plusieurs à l'époque, comme révolutionnaire, dangereuse. Et bien sûr, les adversaires de l'option indépendantiste vont faire valoir cette dimension, précisément pour démoniser, pour s'attaquer à cette option. C'est pourquoi les dirigeants du Parti québécois vont forger ce néologisme qui est celui du souverainisme ou de la souveraineté, un terme technocratique qui n'a pas ce sens à cette époque, qui ne veut pas dire cela à cette époque, donc un terme relativement neutre pour désigner leur option, alors que les adversaires du camp indépendantiste vont continuer d'utiliser l'expression séparatiste. Hein? Jean Chrétien, lors du référendum de 1995, va toujours continuer à parler des souverainistes en parlant d'eux comme étant des séparatistes, qui a bien sûr une connotation négative forte. Donc, celui qui réussit à imposer dans le jeu politique son appellation peut donner ou pas une légitimité à une option politique qui est contestée. Donc, au fil du temps, le terme souverainiste s'est imposé dans le langage politique québécois, voire même canadien, bien si, bien sûr, des gens peuvent continuer à contester la légitimité politique de cette option, le terme est quand même parvenu à s'imposer. Un autre exemple pour illustrer comment justement les mots peuvent jouer, peuvent avoir leur portée politique, un terme qui est aujourd'hui fort connu de votre génération, bien sûr, le terme terrorisme ou terroriste. Donc, bien sûr, le terme lui-même renvoie à un mouvement politique ou un mouvement politique dont la stratégie ou la tactique repose sur l'usage d'une stratégie qui suscite la terreur, qui doit susciter la terreur, c'est le terrorisme. Évidemment, c'est de notre perspective à nous qui combattons de tels mouvements que qu'on utilise le thème terroriste justement pour qualifier ces mouvements. On peut penser que les militants de ces groupes armés ne se réfèrent pas eux-mêmes en se qualifiant de terroristes. Ils vont plutôt généralement utiliser l'expression de résistants, en anglais freedom fighters par exemple. Donc évidemment, vous voyez comment les mots ici vont déterminer la manière dont on a de saisir un mouvement. Donc elles ont une portée politique. Donc,
Revenons ici simplement pour dire que la rhétorique a pu servir ces dernières années au déploiement de stratégies de propagande. Propagande d'État, propagande de mouvements politiques eux-mêmes, mais même dans le jeu politique, dans la mesure où on sait que les mots eux-mêmes ont une charge politique, donc la rhétorique a été au service de différentes causes politiques au fil du temps, si bien qu'elle peut donc aujourd'hui, pour nous les contemporains, apparaître comme suspecte. Enfin, dernier élément qui vaut la peine d'être souligné, si la parole publique apparaît aujourd'hui suspecte, c'est précisément en raison de l'évolution du système d'information qui est le nôtre, c'est-à-dire que nous vivons à une époque, ce qu'on peut qualifier de post-vérité, c'est l'ère des fake news, des fausses nouvelles. On a vu avec la multiplication des lieux de parole, multiplication des forums d'échange, des acteurs, donc la parole prise de parole publique par une multiplicité d'acteurs au sein de l'espace public, vient qu'à embrouiller le discours public. Il y a un bruit tel il est de plus en plus difficile de départager le vrai du faux, la vraie de la fausse nouvelle. Et ça, c'est en laissant de côté la volonté réelle de certains acteurs politiques, notamment les leaders populistes, précisément de propager véritablement à escient avec une intention politique, de fausses nouvelles dans l'espace public. Donc, cet espace-là, public, occupé aujourd'hui par ces fausses nouvelles, vient brouiller donc la vérité. Et à ce moment-là, évidemment, dans ce brouhaha-là, l'éloquence, la belle parole apparaît suspecte parce qu'elle peut porter en elle une intention malveillante. Elle peut être au service d'idéaux auxquels on ne croit pas. Elle peut être au service de leaders populistes. Et le leader populiste, lui, a tout avantage à jouer sur cela. Donc, l'idée, c'est que le leader populiste vient embrouiller volontairement l'espace public, vient qu'à faire paraître tous les leaders politiques comme des corrompus, qui emploient un langage technocratique, précisément pour émerger comme ces leaders populistes avec une parole authentique, généralement dans un langage propre de celui du peuple, à distance du langage feutré utilisé par les politiques, donc un langage des fois même vulgaire qui sera utilisé par certains leaders populistes, justement pour se démarquer, pour ressortir du lot. Donc, c'est une technique qui s'est avérée fort utile, là, comme on l'a pu le voir aux États-Unis avec la figure politique de Donald Trump, dont les jours sont comptés, mais qui s'est avérée politiquement payante dans le contexte particulier, bien sûr, des États-Unis. Donc, je termine ici en disant l'éloquence, la belle parole peut apparaître aujourd'hui à notre époque suspecte aux yeux de plusieurs, en raison des trois phénomènes que nous avons évoqués ici. Mais il faut voir que la parole publique sert aussi la démocratie. L'éloquence, la rhétorique peut très bien servir notre régime démocratique, la parole publique dans un régime parfaitement bien fondé qui est légitime, qui est le nôtre, la démocratie. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'arrête à ces trois éléments-là pour discréditer la rhétorique. La rhétorique a tout à fait sa place. Je me suis concentré ici dans le domaine politique, mais comme on va le voir dans le cadre de notre cours, cette rhétorique, cette belle parole, sert aussi les intérêts d'autres milieux, notamment l'institution militaire, ou comme on peut le voir en classe, il importe pour l'officier, dans l'exercice de son commandement, qu'il soit en mesure de livrer des paroles publiques éloquentes. Donc, l'éloquence a tout à fait sa place dans une institution militaire, dans le cas des officiers, même voire, on pourrait dire, avec les sous-officiers. Mais donc, la parole publique n'a pas à être dépréciée précisément parce qu'elle est associée à différentes techniques frauduleuses. Nous allons nous intéresser bien sûr à l'éloquence et à la rhétorique, pardon, ici dans le cadre de notre cours, et nous avons une conception positive de cet art, de cette technique. Poursuivons. Euh, donc, la rhétorique est un art qui a une très longue histoire, qui remonte à la Grèce classique, comme on l'a vu, comme on va le voir. C'est un art qui s'est développé au fil du temps, qui va être maintenu longuement. On peut le voir qu'à la cour, par exemple, dans les cours européennes, dans l'Ancien Régime, elle pouvait occuper, la rhétorique, une place très, très, très importante, notamment à travers ce qu'on pouvait appeler les joutes oratoires, qui étaient très prisées de la noblesse. C'était une manière pour l'aristocratie de démontrer leur culture, leur civilisation, comment ils étaient civilisés, comment ils étaient instruits, éduqués, et surtout par rapport à la population qui, elle, était peu instruite à l'époque. Donc, ces jeux oratoires étaient très périsés par l'aristocratie. Pour
pour illustrer cela, je vais aller avec un extrait d'un très beau film de Patrice Lecomte, Ridicule, de 1996, donc qui met en scène une de ses joutes. Nous sommes à la cour de Versailles. Louis XIV ou Louis XVI, là, pour les besoins du film, c'est pas important ici. Et on met ici, donc, vous allez voir deux personnes qui vont s'affronter dans une joute oratoire. Donc, j'y vais avec un extrait du film. Soin, point. Envie, Eucharistie. Annoncez! Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Quelle merveilleuse vivacité. À vous, baron. Conduite, suite, santé, été. Puis-je voir votre éventail, comtesse? Il vient des Flandres. Quel ouvrage admirable. Annoncez. Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Voilà, reprenons. Ici, un bel extrait. Donc, on voit justement cette joute oratoire. Donc, le film met en scène toutes ces joutes, mais pas exclusivement ces joutes, mais met en scène donc, des acteurs qui sont pris dans une dynamique où, pour se rapprocher du roi, la manière la plus efficace était précisément de faire preuve d'une grande vivacité d'esprit. Donc, elle a la capacité d'avoir de la répartie dans sa prise de parole. C'était une manière très efficace de se rapprocher du pouvoir. Et là, on a un baron de province qui cherche à trouver des appuis auprès du roi pour l'assèchement des marais du Dombes, là, ben, peu importe pour l'histoire, hein. Mais donc, lui, il est très vif d'esprit, donc il va parvenir à ses fins précisément en raison de son esprit et non pas de ses contacts politiques ou ses capacités. C'est vraiment par son art oratoire. Donc, poursuivons ici. Euh, la rhétorique va donc occuper une place très, très importante dans la formation scolaire, notamment ici même au Québec, où dans ce qu'on appelait à l'époque le cours classique, le cours classique était réparti dans un cursus de 8 années, dont une était consacrée à la rhétorique. On peut voir l'effet de cela dans le fait, par exemple, que lorsqu'on écoute la radio ou la télévision des années 50 et 60, mettons par exemple Radio-Canada, on voit là, vraiment, c'est très audible, la qualité du français des journalistes de l'époque, notamment une très, très belle diction qu'on ne trouve plus malheureusement chez les journalistes plus contemporains. Donc, ça s'est perdu avec le temps. Il est vrai, évidemment, qu'à l'époque, seuls les gens qui avaient accès aux cours classiques, donc les gens qui étaient instruits, qui étaient éduqués, qui n'étaient pas nécessairement riches, hein, parce qu'à l'époque, même les pauvres, ceux qui étaient qui présentaient un plus grand potentiel scolaire, étaient à ce moment-là appuyés par l'Église. Mais à tout le moins, ceux qui étaient scolarisés, qui étaient éduqués, eux maîtrisaient un très bon français, un vocabulaire élargi, un vocabulaire riche, un vocabulaire précis, alors que le peuple québécois à l'époque, ou Canadien français,
avaient une maîtrise de la langue française souvent assez pauvre. On voyait à l'époque une grande différence entre la qualité du français parlé par les classes populaires et les classes éduquées. Ces différences, avec le temps, s'est amoindrie, si bien qu'aujourd'hui, on ne voit plus une si grande différence entre les classes populaires et les classes plus scolarisées. D'abord parce que les gens accèdent à plus haut niveau de scolarisation, plus largement dans la population. Donc, la différence est moindre. Mais ce qui détonne encore aujourd'hui, toutefois, c'est le fait que la belle parole, la rhétorique, est un art qui s'est perdu. Si bien qu'aujourd'hui, dans à peu près tous les milieux, ce qui détonne, si on compare aux époques antérieures, c'est qu'à l'époque, un directeur d'entreprise, celui qui exerçait une fonction dans quelque milieu que ce soit, était généralement en mesure de s'exprimer correctement à l'oral. Il avait ses capacités oratoires qui démarquaient donc les directeurs ou s'occupaient des fonctions de direction, quel que soit le poste, par rapport aux travailleurs, par rapport à leurs subordonnés. Aujourd'hui, cet art s'est perdu lorsqu'on écoute généralement le discours public d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de directeurs. On est toujours, pas toujours bien sûr, mais généralement, on est toujours un peu déçu de la maîtrise du français. Et bien sûr, cela, comme on a eu l'occasion d'en parler déjà en classe, on le voit aussi malheureusement au sein des Forces armées canadiennes, où je déplore, et là c'est mon opinion très personnelle, généralement le niveau de français ou d'anglais de nos officiers lorsqu'ils s'expriment à l'oral. Bon, à l'écrit c'est autre chose, mais à l'oral, on n'a pas cette culture d'oratoire au sein des Forces armées canadiennes, si bien que la prise de parole apparaît toujours un exercice difficile, ardu. Donc, bien souvent, les officiers qui prennent la parole vont se limiter à des formules bien arrêtées, font très peu preuve d'imagination dans l'élaboration de leur discours, livrent des discours de manière souvent assez mécanique. Donc, évidemment, j'espère au moins avec notre cours qu'on va travailler cette technique pour que vous puissiez par la suite, lorsque vous serez officier des Forces armées canadiennes dans quelques mois, ça s'en vient, vous puissiez mettre à profit cette technique dans votre prise de parole à venir. Donc, revenons sur la rhétorique, ses origines. Naissance juridique ou politique, j'évoque ce dilemme en quelque sorte parce que lorsqu'on suit l'auteur Alexandre Motulski-Falardeau dans son livre, il évoque les origines de la rhétorique dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire que la rhétorique serait née dans un contexte particulier. Nous sommes en Grèce classique. Il n'existe pas encore ce qu'on appelle des avocats. Donc, la profession d'avocat n'existe pas encore, mais il y a déjà, bien sûr, un système de justice fort élaboré. Donc, il y a des cours, il y a des, pardon, excusez-moi, il y a des procès qui ont lieu. Et à ce moment-là, les gens ont à se défendre ou à attaquer en justice, peu importe. Ils ont donc à développer des arguments efficaces. Ils ont donc à développer une manière de s'exprimer qui parviennent à convaincre un juge, à convaincre des jurés. Donc, c'est dans ce contexte particulier que va apparaître la rhétorique. Et la rhétorique, à cette époque, est l'art de la belle parole, et elle sera essentiellement enseignée par ceux qu'on appelle, ce que Platon appelle les sophistes. Ceux qui enseignent cette technique, certains d'entre eux vont d'ailleurs devenir très riches en le faisant. Donc, c'est sous la forme de la plaidoirie que serait apparue d'abord la rhétorique. Je ne suis pas certain que c'est tout à fait la première origine. D'autres auteurs, d'autres penseurs voient plutôt dans la naissance de la démocratie, donc la politique, le domaine où va apparaître probablement la rhétorique. On se rappelle qu'Athènes, par exemple, était une démocratie qu'on appelle directe. C'est-à-dire qu'à Athènes, le peuple, les citoyens d'Athènes, bon, à l'époque seulement les hommes qui étaient nés de père et de mère athéniens, qui étaient libres, évidemment, les esclaves en faisaient pas partie. Donc, dans cette Athènes démocratique, la démocratie se pratiquait de manière directe, c'est-à-dire que l'Assemblée, ce qu'on appelait à l'époque l'Ecclésia, qui va nous donner le terme français Église, donc l'Assemblée de citoyens, pouvaient se réunir des fois même quotidiennement dans un espace qui s'appelle dans le Pnyx, donc la plaine du Pnyx, qui est à côté de l'Acropole à Athènes, et un espace qui pouvait accueillir 6000 personnes. Mais évidemment, à l'époque, il n'y a pas de procédure formelle de prise de parole, d'encadrement de la prise de parole, si bien que pour se faire entendre, bien sûr, il fallait assurément avoir une bonne voix, ça c'est la première des choses, bien sûr, mais aussi, il fallait être en mesure de déployer une parole éloquente, une parole qui parvenait à convaincre ses concitoyens de la justesse de ses propos. Donc, la rhétorique serait apparue dans ce contexte particulier de la démocratie directe athénienne. Donc, on pourrait dire ici double origine juridique et origine politique. Les deux vont de pair. On peut choisir l'une ou l'autre. En tous les cas, les deux sont les origines ou les sources de la rhétorique telle qu'on connaît aujourd'hui.
Mais là, on a parlé de démocratie athénienne, on a parlé de rhétorique et naissance de rhétorique dans ce contexte, mais il faut quand même bien comprendre le contexte de l'époque. Et je vais m'intéresser à la figure de Socrate ici, parce que Socrate est le premier des philosophes. Mais Socrate n'a laissé aucun écrit. Hein? On ne lui doit aucun écrit sous sa plume. Évidemment, on pourrait penser qu'il préférait parler plutôt qu'écrire, mais non. À l'époque, Socrate avait fait le choix de laisser aucun écrit, puisqu'à ses yeux, il croyait dans la supériorité de la parole à l'écrit. Donc, cette thèse, on la voit développer, par exemple, dans le livre Le Phèdre, un beau dialogue de Platon, justement, qui met en scène un certain personnage au nom de Socrate, donc qui plaide pour la supériorité de la parole à l'écrit. Il faut bien comprendre, à l'époque, là, l'écriture existe en Athènes, mais elle n'est pas encore si diffusée. L'écriture, on sait que ce ne sont pas tous les Athéniens qui maîtrisent l'écriture, et l'écriture est surtout cantonnée à l'époque au domaine du commerce. Elle sert à tenir des registres, par exemple, des comptes. Elle n'a pas encore l'usage qu'on lui connaît aujourd'hui, qui sert à toutes les fins, notamment, par exemple, pour raconter les histoires. Hein. On s'appelle que Socrate donc, a laissé aucun écrit philosophique. On s'appelle aussi que Socrate avait pour seule maxime philosophique le fait qu'il ne connaissait rien. Hein. Je sais que je ne connais rien. Anoïda oti ou denoïda, donc je sais que je ne sais rien, avec sa maxime, connais-toi toi-même, un glotti auton, connais-toi toi-même. Mais Socrate, donc, laissait aucun écrit, et à l'époque, donc, il croit encore que la parole est supérieure à l'écrit, notamment lorsqu'il vient le temps de raconter des histoires. Et là, on le voit qu'à l'époque, par exemple, prenons le cas particulier, par exemple, de l'histoire de l'Iliade. L'Iliade, on la connaît aujourd'hui, cette histoire, notamment à travers les écrits d'Homère. Mais Homère, donc, qui était un aède ou un rhapsode, à l'époque, les aèdes et les rhapsodes circulaient de village en village et racontaient des histoires. Euh, mais Homère n'est pas celui qui a créé hein, l'Iliade. Ce n'est pas lui qui a inventé l'histoire de l'Iliade. L'Iliade était une histoire qui circulait abondamment avant lui, une histoire qui était passée de génération en génération oralement. Donc, elle était racontée à l'oral. Elle raconte l'histoire de la guerre de Troie, une guerre qui aurait eu lieu au 12e siècle avant Jésus-Christ, et Homère, lui, aurait vécu au 8e siècle avant notre ère. Donc, il y a quand même 400 ans ici qui séparent, ou 300 ans, pendant 3 siècles, qui séparent ici l'histoire de sa rédaction, de sa mise sur papier. Donc, ici, l'Iliade circule de manière orale. Pour Socrate, donc, le problème qui se pose ici avec la parole, ou l'écrit, pardon, avec l'écrit, et ce qui explique pourquoi, à ses yeux, la parole est supérieure à l'écrit, il va de l'avant avec 3 arguments principaux. D'abord, à ses yeux, l'écriture est une parole qui est morte. Elle n'a pas le dynamisme de la communication orale où l'orateur, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, s'adresse toujours nécessairement à quelqu'un de précis qui souvent lui fait face. Et s'engage à ce moment-là un dialogue où l'orateur pourra même être amené à modifier son discours en fonction de la rédaction de l'auditoire qui, elle, pourra lui répondre. Donc, on est, dans le cas de l'écriture, on a affaire à une parole morte, un peu comme la peinture qui reproduit un vrai paysage dynamique, vivant. On va le reproduire, mais sous une forme morte. Donc, ça, c'est la première critique qu'adresse Socrate à l'écriture. Deuxième critique, c'est que l'écrit peut transmettre de l'information, mais elle ne peut jamais soutenir une communication. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'orateur s'efface derrière sa parole, c'est-à-dire que le texte transmet une parole où n'apparaît plus l'orateur, dans la mesure où l'orateur ne peut plus modifier, amender cette parole, dans la mesure où, précisément, elle est devenue morte en étant couchée sur l'écrit. Mais en même temps aussi, s'efface à ce moment-là le destinataire, parce que l'écrit s'adresse à n'importe qui, c'est-à-dire à personne. Il n'y a pas d'auditoire précis. Donc, à ce moment-là, l'écrit peut servir à transmettre de l'information, mais elle ne suscite pas, elle ne soutient pas une communication qui nécessairement laisserait donc une dynamique entre l'orateur et son auditoire. Et bien sûr aussi, le défaut de cela, c'est qu'elle laisse donc ouverte à l'interprétation du lecteur, dans la mesure où ce texte est disponible à n'importe qui. Donc, à ce moment-là, on voit qu'un texte est laissé libre à l'interprétation du lecteur, quel que soit ce lecteur et quelle que soit cette intention. Et on a, bien sûr, bon nombre d'exemples dans l'histoire de textes qui ont connu une interprétation, une diffusion, une popularisation
avec un sens que l'on pourrait dire détourné par rapport, certainement, à l'intention originale de son auteur. Je vais me servir d'un exemple ici, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Donc, Friedrich Nietzsche avait écrit un très beau livre, Also sprach Zarathustra, en 1885. Ainsi parlait Zarathustra, dans lequel il avait élaboré ce concept de Übermensch, donc c'est-à-dire du surhomme. Euh, le parti nazi qui va apparaître dans les années 30 va se servir de cette notion du surhomme pour l'associer à l'idée de la supériorité de la race aryenne. Évidemment, une intention qui était absolument absente des écrits de Nietzsche. On peut même penser que Nietzsche, s'il avait été vivant dans les années 30, se serait monté extrêmement critique à l'égard de l'idéologie propagée par ce petit caporal autrichien qui était Adolf Hitler. Donc, détournement de l'intention initiale, cela est rendu possible précisément par l'écriture. La parole orale, si Nietzsche s'en était tenu qu'à la seule oralité, bien, sa parole, à ce moment-là, n'aura pas pu être détournée par le parti nazi, puisqu'il aurait pu, à ce moment-là, se défendre, il aurait pu se défendre, il aurait pu contre-attaquer en disant précisément que ce n'était pas son intention. Enfin, l'autre problème que présente l'écriture par rapport à la parole, aux yeux de Socrate toujours, c'est que l'écrit ou l'écriture ramollit la mémoire. Hein. L'oralité exige un degré de mémorisation beaucoup plus grand que l'écrit. Et la mémoire est au centre de l'intelligence, de cette faculté de l'intelligence. Elle est au service de la recherche de la vérité. Mais à ce moment-là, l'écriture, dans la mesure où on n'a plus à se remémorer quoi que ce soit, il suffit d'aller retrouver un livre pour relire des passages, pour se remémorer, par exemple, de l'information, une date, un nom, ou peu importe la nature de l'information. Mais à ce moment-là, l'écrit vient qu'à ramollir la mémoire. Mais cette mémoire est essentielle, elle est au cœur de la faculté de l'intelligence. Donc, ce sont les trois éléments que met de l'avant Socrate pour justifier la supériorité de la parole à l'écrit. Mais évidemment, Socrate n'aura pas eu raison. Dans l'histoire, la civilisation occidentale est aujourd'hui encore une civilisation de l'écriture. C'est-à-dire que nous accordons aujourd'hui dans notre civilisation une supériorité à l'écriture par rapport à la parole. Hein. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Cet adage simplement dit que nous croyons dans la supériorité de l'écriture dans la mesure où l'écriture est pérenne, elle laisse des traces et des traces qui peuvent être éternelles, donc une parole qui est pérenne, alors que les paroles s'envolent, on perd la mémoire de ces paroles, donc l'oral n'a pas la valeur de l'écrit. Bon, cela étant dit, dans cette civilisation de l'écriture va perdurer longtemps, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de la belle parole. Donc, en dépit de la supériorité ici de l'écriture sur la parole va donc quand même demeurer au centre de notre civilisation à travers cette discipline qu'on appelle la rhétorique. Donc, poursuivons avec certaines grandes figures qui ont marqué le champ de la rhétorique occidentale depuis son émergence en Grèce classique. Parmi ces grands penseurs ici de la rhétorique, on a bien sûr Aristote qui nous a livré dans son livre La rhétorique l'ouvrage peut-être le plus classique sur ce champ, l'ouvrage encore incontournable. Nous inspirons encore de sa réflexion. Les catégories qu'il aura posées, comme on va le voir tantôt, sont encore celles qui sont utilisées, qui sont au cœur de la rhétorique telle qu'on l'entend encore aujourd'hui. Donc, évidemment, un ouvrage classique. On peut penser, bien sûr, parmi les grands orateurs, non pas tellement ici les théoriciens de la rhétorique, mais ceux qui la pratiquaient. Il y a bien sûr un Jules César qui va qui va accéder bien sûr à la tête de l'Empire romain. Jules César, on lui doit de très belles formules. C'est un écrivain à qui l'on doit, par exemple, une très belle histoire de la Gaule après la conquête de ce territoire. Donc, on le sait, il va mourir assassiné par Brutus quelque temps avant notre ère. C'est quelqu'un à qui l'on doit de très belles formules. On se rappelle lorsqu'il s'apprête à traverser le Rubicon, cette petite rivière au nord de l'Italie qui avait un rôle symbolique, qui interdisait normalement les militaires de traverser cette petite rivière avec leurs troupes. Sinon, ça marquait le début d'une guerre civile. Donc, on se rappelle que Jules César, lorsqu'il s'apprête à traverser le Rubicon, il avait jeté cette très belle formule « Alea iacta est », le sort en est jeté, c'est-à-dire « advienne que pourra ». Il n'y a plus aujourd'hui de possibilité
de retour en arrière. Il s'est engagé fermement. Il va prendre le pouvoir. Il va s'imposer à la tête de l'Empire romain. Mais il était un très grand orateur. On le disait, très grand orateur. Crassus, également connu, contemporain de Jules César, était reconnu à son époque comme peut-être le plus grand des tribuns, le plus grand des orateurs. On le connaît aujourd'hui en français, selon l'expression, à travers l'expression riche comme Crassus. Effectivement, il était devenu très, très riche par les fonctions sénatoriales qu'il occupait, mais aussi par ses capacités oratoires. Il livrait de grands discours pour lesquels il était rémunéré. Donc, riche comme Crassus, mais reconnu comme un des très grands tribuns. On doit également à Cicéron très belle réflexion sur la rhétorique dans le prolongement, dans le sillage d'Aristote, De Inventione, donc qui parle de la rhétorique. Quintilien, également grand penseur de la rhétorique au premier siècle de notre ère. Donc, on lui doit un très beau livre de l'institution oratoire, qui est une réflexion encore sur la rhétorique. Plus récemment, donc après de l'Antiquité jusqu'à l'époque plus contemporaine, ces ouvrages-là vont s'imposer dans le champ de la rhétorique et il y aura relativement peu de nouveaux textes, de nouvelles réflexions sur ce champ jusque dans les années 50, avec l'apparition de ce livre de Chaim Perelman, Traité d'argumentation, la nouvelle rhétorique, qui est de 1958. Donc Perelman, fondateur de ce qu'on appelle l'école de Bruxelles, l'école de Bruxelles de rhétorique, nous livrait un livre intéressant où précisément il a vu lui-même, lorsqu'il fait l'histoire de la rhétorique, combien la rhétorique était, au fil du temps, devenue une simple technique, un simple instrument, un simple outil au service de la pensée, donc un outil qui était dissocié de la production de pensée elle-même. Donc lui, il déplore cela et il met de l'avant cette nouvelle approche, précisément qui veut réinscrire la rhétorique dans la production elle-même de la pensée. C'est-à-dire que la rhétorique, c'est un véritable dispositif dynamique au fondement de la pensée elle-même. Donc, on ne peut pas dissocier la pensée de son milieu d'élaboration. Des dynamiques sont à l'œuvre dans sa production discursive. Donc, c'est une approche nouvelle qui est encore aujourd'hui utilisée. Donc, Motusky Falardeau, dans son livre, y fait référence. Donc, c'est un ouvrage intéressant que je vous invite à lire, mais pour lequel nous n'allons pas nous pencher précisément dans le cadre de notre cours. Donc, pour le besoin de notre cours, voici ce que je dirais être les fondements de l'histoire de la rhétorique. Nous n'irons pas beaucoup plus loin, comme j'insistais au début. Pour notre cours, nous allons davantage mettre de l'avant la dimension pratique de la rhétorique, davantage que sa dimension théorique, donc par choix pédagogique, non pas que la discipline de la rhétorique comme théorie n'est pas intéressante en soi, c'est une discipline très intéressante. Mais nous avons fait le choix ici de nous intéresser à la rhétorique, essentiellement dans sa dimension pratique. Bon, cela étant dit, allons-y d'abord, je terminerai ici avec quelques notions clés qui pourront être utilisées ici dans le cadre de notre cours lorsqu'il s'agira d'analyser des discours. Allons-y d'abord avec ce que Aristote identifiait être quatre types de langage différents qui permettent donc de bien saisir la particularité, le propre de la rhétorique par rapport aux autres types de langage. Le premier est celui qu'il appelait le langage dit logique. Le langage logique est celui qui porte sur ce qui est, tel que ce qui est se présente à la vue et sans intervention de la part du locuteur. Donc, il donne, par exemple, dans le Motusky Falardeau, dans son livre, il nous donne, par exemple, l'expression « la circonférence d'un cercle est égale à son diamètre multiplié par pi ». Donc, c'est une formule mathématique, mais ça dit ce qui est sans intervention, sans jugement aucun, sans part de subjectivité. Donc, ça dit le réel tel qu'il est. Ça, c'est l'expression donc de cette première forme de langage. La deuxième forme de langage est le langage dit sophistique. Et c'est cette forme de langage qui est sur ce qui n'est pas. Donc, c'est une forme trompeuse de langage. Hein? Motusky Falardeau, j'y vais avec l'exemple. La circonférence d'un cercle est égale à son rayon multiplié par pi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la bonne formule. Mais ici, donc, la sophistique, c'est art de mettre de l'avant de fausses idées. Donc, des idées qui sont trompeuses parce qu'elles ne sont pas vraies. Ce n'est pas la réalité, à la différence de la pensée logique. Donc, il y a une forme d'intervention dans le texte ou dans la parole, précisément pour tromper. La troisième forme est celle de la poétique. Donc, elle est celle qui porte sur ce qui n'est pas, mais qui pourrait être. Donc, on évoque, fruit de l'imagination. Bon, dans le cas du texte de Motusky Falardeau, il y va de l'exemple « Le Québec est un pays », c'est-à-dire qu'on imagine le fait que le Québec
pourrait être un pays, entendu ici comme un État indépendant, en dépit du fait qu'en 1995, par exemple, lors du référendum, c'est le camp du non qui l'a emporté. Mais l'idée ici, c'est qu'on évoque quelque chose d'imaginaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe actuellement, mais qui est imaginé, qui pourrait être. Enfin, la dernière forme, c'est la forme rhétorique. Elle est proche de la pensée poétique ou du langage poétique, mais elle se distingue, donc elle porte sur ce qui n'est pas, comme la pensée poétique, mais qui devrait être. Donc, la pensée rhétorique est celle qui cherche à influencer le réel pour l'amener là où il n'est pas encore. Donc, à ce moment-là, on ouvre sur des possibilités qui ne sont pas encore avérées, qui ne sont pas encore réalisées, mais vers lesquelles on devrait tendre. Donc, c'est la pensée rhétorique qui nous y amène, comme on l'a vu au début lorsqu'on a défini la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de la parole qui cherche à souscrire à une adhésion de la part d'un auditoire à une pensée. Donc, on cherche l'adhésion de l'auditoire, donc on cherche à influencer le réel, agir sur le réel pour amener à ce que ce réel puisse changer. Poursuivons encore dans ces bases telles qu'elles ont été posées par Aristote. Aristote définit 3 éléments de la rhétorique, ce qu'on pourrait dire dans un langage plus contemporain, les 3 éléments d'un système de communication. Il n'emploie pas le terme, évidemment, le terme décollé des Grecs, communication, mais un système de communication qui repose essentiellement sur 3 éléments. Vous allez comprendre, c'est relativement simple. Premièrement, c'est ce qu'Aristote parle, il nomme l'éthos. L'éthos, c'est celui qui parle. L'éthos, c'est l'orateur. C'est celui qui parle et pourquoi ethos? Ethos en grec signifie à peu près ce qu'on l'entend aujourd'hui, donc une éthique, une manière d'être, parce que l'orateur gagnera en efficacité par sa crédibilité, hein, sa réputation. Donc, un discours sera d'autant plus puissant qu'il sera livré par quelqu'un qui est lui-même très crédible, qui jouit déjà d'une certaine puissance. Donc, à ce moment-là, on ne peut dissocier un message de celui qui le livre. Donc, ici, l'éthos, donc celui qui parle, est important pour juger, pour apprécier l'impact d'un discours. Deuxième élément, vous comprendrez aisément, celui qui écoute. Donc, le pathos. Le pathos ici, en grec, pathos signifie l'émotion, la forme de souffrance. Pourquoi cela? C'est que, gardons l'esprit, la parole efficace, c'est celle qui suscite de l'émotion chez un auditoire. Dans un sens où on veut amener cet auditoire, par l'émotion qui est suscitée un tel discours, à adhérer aux propositions qui sont mises devant dans ce même discours. Donc, le pathos, c'est cette capacité d'aller toucher, émouvoir un auditoire. Donc, c'est celui qui écoute, donc le pathos. Le logos, enfin, c'est ce qui est dit. C'est le discours lui-même. Le logos repose bien sûr sur différents procédés rhétoriques, plus ou moins efficaces. On va le voir ici en classe. Donc, le logos, c'est ce qui est dit, comment le discours est organisé, comment il est présenté, quels sont les arguments qui sont mis de l'avant. Évidemment, on jugera toujours l'efficacité d'un orateur à s'exprimer en utilisant les procédés de la rhétorique, mais toujours en paraissant précisément ne pas les utiliser. Hein? Un discours efficace sera toujours un discours qui paraît être le plus authentique possible, donc livré avec le plus grand cœur possible, le plus proche de ce que la personne elle-même a à dire. Mais évidemment, on sait que ce qui est le plus efficace, c'est d'utiliser les figures rhétoriques. Mais l'efficacité de ces figures rhétoriques repose aussi sur la capacité à l'auditoire de ne pas les percevoir dans le discours. Donc, on reviendra là-dessus dans le cadre de ce cours. Donc, ce sont les 3 éléments, l'éthos, le pathos et le logos. Donc, celui qui parle, celui qui écoute et ce qui est dit, qui constituent les 3 éléments classiques, évidemment, d'un discours rhétorique tel que le définissait Aristote. Enfin, je terminerai ici avec cette dernière distinction conceptuelle, ce qu'on peut appeler, ce que Molluschi-Falardeau appelle le système rhétorique classique, donc qui repose, lui, sur 5 éléments. Lui s'intéresse essentiellement dans son livre à 3 éléments, mais on va ajouter les 2 derniers parce qu'ils sont pertinents pour nous. Donc, il faut entendre ici non pas les éléments d'un discours, mais bien les éléments d'un système rhétorique plus large, qui inclut pas uniquement le discours lui-même, mais ce qui précède et ce qui suit, vous allez voir. Premier élément, donc, ce qu'on peut appeler l'invention ou l'inventio qu'on disait en grec. Donc, cette première partie, c'est celle qui repose sur les arguments qui sont mis de l'avant dans un discours. Donc, le sujet lui-même. Donc, comment on s'approprie, comment on fait des recherches pour être capable de préparer un discours. Donc, ce sont les arguments, le sujet, un travail préalable, donc, à la rédaction elle-même d'un discours. Ensuite vient la disposition. Donc, la disposition,
Ça pose essentiellement sur la manière dont le discours sera composé. Donc, comment il va être composé, comment il sera organisé, ce discours. Et à ce moment-là, donc, comment le discours s'organise. Et là, on trouve différents éléments, différentes places dans ce discours. On reconnaîtra généralement l'exorde, qui désigne dans un langage plus contemporain simplement l'introduction, généralement qui est suivi par ce qu'on appelle la narration, proche de ce qu'on appelle dans les rédactions de travaux plus savants le développement, hein, la narration. Vient ensuite la digression. La digression sert dans... C'est un procédé rhétorique. Une fois qu'on a élaboré une thèse, un propos dans un discours, la digression vient qu'à détourner quelque peu l'attention sur un sujet des fois autre où on aborde le même sujet mais suivant un autre angle. Et à ce moment-là, pour rajouter à l'effet qui viendra par la péroraison, la conclusion. Donc, c'est un procédé narratif, procédé discursif, pardon, sur lequel nous allons revenir en classe plus tard. Donc, l'invention, la disposition, enfin l'élocution, l'élocution, qui est simplement la livraison elle-même du discours avec toutes les grandes techniques qui s'y rattachent. Donc, c'est la livraison, mais excusez-moi, c'est pas la livraison elle-même, c'est la pratique de l'écriture en vue de la livraison. Parce que nous allons voir plus tard l'action, la livraison elle-même. Mais revenons, donc l'élocution, la rédaction elle-même, l'écriture du discours. La mémoire, avant-dernier élément, c'est la mémorisation elle-même du discours. Il y a plusieurs manières de travailler la mémorisation. Il ne s'agit pas toujours, dans tous les cas, de livrer complètement à l'oral un discours. On peut s'appuyer sur certaines notes, mais il faut quand même maîtriser la bonne narration discursive. Donc, les notes peuvent être utilisées, mais elles doivent être bien utilisées. Il faut qu'on écoute un discours comme s'il était livré à l'oral complètement. Il faut que les notes écrites s'effacent devant le discours, devant la parole. Enfin, on termine avec l'action qui est, elle, la livraison du discours, qui passe bien sûr par la maîtrise de certaines techniques, occupation de l'espace, diction, prononciation, rythme. Donc, tout cela rentre dans la livraison d'un discours efficace, des techniques qu'on pourrait apprendre, qu'on aura peut-être l'occasion d'apprendre avec Gabriela Kerwin ou bien en classe ou sur Zoom, on verra dans la session. Donc, ce sont les 5 éléments d'un système rhétorique, les 5 éléments. Ainsi se termine cette première séance consacrée à la rhétorique, à l'introduction à la discipline de la rhétorique. Donc, nous aurons l'occasion, bien sûr, de mettre en pratique ces concepts, ces notions dans le cadre des prochaines séances. Donc, nous allons revoir dans 2 semaines où il s'agira d'aborder les figures de la rhétorique. Merci.